Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale d'infos sur Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, les Indés radios, 130 radios indépendantes qui sont nos partenaires, et puis avec TV5 Monde. Voilà, deux parties dans cette matinale, vous le savez maintenant, le journal des territoires dans un instant, suivi du club de la presse, et après c'est la météo, et à 8h, territoire d'info avec l'invité politique en direct sur ce plateau, c'est Nathalie Loiseau, la ministre chargée des Affaires européennes qui est notre invitée. Tout de suite, c'est le JT des territoires, je vous y retrouve dans un instant. On démarre ce journal avec 8 présidents de départements socialistes qui se disent prêts à expérimenter le revenu universel qui était l'une des mesures phares de Benoît Hamon, mais qui fait aussi écho à un avis favorable du président de la République pour assouplir le droit d'expérimentation des territoires. Après la Gironde hier, aujourd'hui, direction l'Occitanie où ce sont 4 départements qui veulent l'expérimenter. L'Aude, la Haute-Garonne, le Gers et l'Ariège. Explication dans ce sujet signé Alexis Kunz pour Via Occitanie TV Sud. Certaines personnes devraient toucher le revenu universel, mesure phare de Benoît Hamon pendant la campagne présidentielle. 4 départements de la région Occitanie ont décidé de l'expérimenter, le Gers, l'Ariège, la Haute-Garonne et l'Aude. Nous allons d'abord, avec les autres départements, tester un institut de recherche auprès de la population, un système qui va permettre aux citoyens, en fonction de leurs revenus, de dire voilà, moi je pense qu'un revenu de base, ça serait bien à tel niveau, 600, 800, 1000 euros. Ensuite, l'idée, c'est de pouvoir mener des expérimentations concrètes, donc de mettre en place une forme de revenu. Si les contours du projet sont encore flous, le revenu universel aurait pour but de pallier le RSA, considéré comme pas assez performant. Le RSA pose des problèmes de timing entre la date où il faudrait le verser et la date où on le verse, pour des problèmes de montage de dossier. Il faut que les possibilités financières arrivent chez le nécessiteux très rapidement. Parce que le délai, le hiatus entre l'allocation et les problèmes crée des problèmes psychologiques et financiers très importants. La mise en place des expérimentations est espérée d'ici 2019. Voilà, peut-être une bonne nouvelle. Devoir fait, c'est le nom du dispositif lancé par le ministère de l'Éducation au début du mois de novembre. Des volontaires sont chargés d'aider les collégiens à réviser leurs leçons gratuitement. Si le dispositif se met en place lentement au collège public de Guilvinec dans le Finistère, la direction n'a pas attendu pour répondre aux besoins des élèves. Reportage lors de ces études surveillées avec Sophie Lecroisier pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme. Voici l'étude obligatoire. Chaque semaine, tous les élèves du collège Paul Langevin du Guilvinec bénéficient dans leur emploi du temps d'1 heure pour faire leurs devoirs. Ils sont encadrés et aidés par les assistants d'éducation. Ce dispositif a été mis en place il y a 3 ans par la principale de l'établissement. De nombreux élèves venaient en cours sans avoir fait effectivement leur travail et l'explication était à chaque fois je ne savais pas faire et je n'ai pas d'aide à la maison. Ça, c'était la première chose. La seconde, c'est qu'on avait dans les emplois du temps libre. Il était important d'utiliser à bon escient ces heures et de les organiser. Réduire les inégalités d'accès au savoir est primordial pour l'équipe pédagogique du collège. L'étude regroupe seulement les élèves d'une même classe. Ces séances de travail sont l'occasion de faire naître une solidarité. C'est convivial et tout, c'est bien, on s'entraide tous parce qu'il y en a qui ont des difficultés dans certaines matières et ils sont plus à l'aise dans d'autres. Souvent je fais les devoirs tout seul, donc là ça fait du bien parce qu'il y a un surveillant avec nous. Donc déjà si on a besoin d'aide, elle est disponible. À la maison on se déconcentre plus rapidement parce qu'on a plein d'occupations. Les 4 assistants d'éducation du collège ont vu leur mission évoluer depuis 3 ans. Grâce à ces séances d'études, ils endossent un rôle pédagogique auprès des élèves. Ils sont pas là à se dire qu'on est là juste pour punir ou pour faire régner l'autorité. Et on peut être là pour les aider aussi, pour avancer pour leurs devoirs.
Pour le collège implanté en milieu rural, il est impossible de mettre en place le dispositif devoir fait après les cours, car la quasi-totalité des élèves utilisent les transports en commun. Le quart quitte l'école tous les jours à 16h30. Le plus grand centre de congrès d'Europe est à Paris. Le parc des expositions de la Porte de Versailles s'offre le plus grand centre de congrès d'Europe. Après 2 ans de travaux, le pavillon numéro 7 a été entièrement rénové. Plus grand, plus beau et surtout plus moderne, le nouveau hall pourra accueillir jusqu'à 35 000 congressistes et permettra ainsi à Paris de rester l'une des capitales les plus attractives dans l'organisation de salons et de congrès. Un reportage signé via Grand Paris, la chaîne dirigée par Olivier Zanetta. Paris n'aura plus rien à envier aux capitales européennes. 72 000 mètres carrés de surface, 4 étages, une capacité d'accueil de 35 000 personnes et une vue imprenable sur les toits de Paris. Mais rénover le pavillon 7 du parc des expositions de Versailles, tout en gardant les fondements du bâtiment, a été un vrai défi. On a bâti un projet où s'exprime la méga structure monumentale, impressionnante de cet ancien bâtiment et la transparence par des verrières qui permettent depuis l'extérieur de voir ce qui se passe et depuis l'intérieur d'avoir une vue exceptionnelle sur Paris. L'atout majeur de ce nouveau pavillon est cet immense espace au 3e étage, sans aucune cloison fixe, modifiable rapidement et doté d'une salle plénière de 5200 places assises. Des dispositifs qui permettront peut-être à la capitale de rester la première ville d'accueil des congrès internationaux. C'est une salle qui répond aux dernières innovations technologiques. Donc il y a un ensemble qui est tel qu'un certain nombre de congrès ou salons qui avaient eu tendance à quitter Paris ou à regarder ce qui se passait à l'extérieur ont décidé, fort heureusement, de revenir ici. Le Paris Convention Center souhaite accueillir en 2 ans 75 événements, dont 55 congrès, et des manifestations de plus de 30 000 participants sont déjà confirmées. À partir du 1er mars, rien ne devrait plus être comme avant pour Airbnb à Bordeaux. La métropole et la ville ont décidé de changer les règles pour mettre un frein aux excès des locations via les plateformes numériques. Aujourd'hui, on recense près de 7000 hébergements rien que sur Airbnb, dont 75% sont des logements entiers. Principaux effets pervers, l'éviction des offres de logements classiques et la concurrence déloyale avec le secteur hôtelier. Les nouvelles règles draconiennes pourraient changer la donne en théorie simplement. Explication avec Dominique Parmentier pour TV7 en Gironde, la chaîne du groupe Sud-Ouest. À part l'enregistrement, rien ne change si vous louez tout ou partie de votre résidence principale dans la limite de 120 jours par an. Au-delà, et surtout s'il s'agit d'un logement à usage exclusif d'hébergement hôtelier, vous rentrez dans la catégorie des meublés de tourisme qui ne peuvent plus être proposés sur les plateformes numériques, sauf à suivre une mesure dite de compensation. Autrement dit, vous devez créer en même temps un logement qui n'en était pas un à l'origine. Pour Eric, qui a rénové une maison à Bordeaux qui loue 6 mois par an sur la plateforme Airbnb, cette mesure compensatoire risque de signer le coup d'arrêt de son activité, tant les conditions lui semblent rédhibitoires. Il faut trouver un logement qui ne soit pas loué aujourd'hui, qui ne soit pas une habitation, que vous transformez en habitation. Alors là, jusque-là, pourquoi pas, mais qui ne soit pas un investissement, c'est-à-dire que si vous achetez par exemple un appartement dans une résidence, ça ne peut pas marcher, et si votre logement se trouve en rez-de-chaussée, ça ne marche pas non plus. Alors si j'ai pas la capacité de trouver ce logement compensatoire, j'ai plus le droit de louer le logement que je loue actuellement en meublé touristique, parce que c'est ça l'appellation. Donc oui, a priori, c'est un peu une façon de casser ce système de location. Mais pour Eric, il y a un paradoxe à vouloir accueillir toujours plus de touristes à Bordeaux et limiter les modes d'accueil qui ont fait leurs preuves. En revanche, pour l'élu socialiste bordelais Mathieu Rouvert, pourfendeur des excès d'Airbnb, ces règles, même draconiennes, risquent de ne pas être suffisantes. Sur le papier, ça donne le sentiment effectivement qu'on va freiner considérablement le nombre de biens qui basculent de la location traditionnelle à de l'usage touristique. Néanmoins, la question qu'on se pose est de savoir si cette réglementation suffira à enrayer le phénomène. Parce que cette compensation existe, elle est même dans certaines communes comme à Lyon 2 fois plus forte, puisqu'on impose un doublement de la surface sur certaines communes en compensation. Bon, on voit bien que c'est extrêmement difficile à contrôler. Seul l'avenir lui donnera raison ou tort.
On va dans le nord maintenant. Une nouvelle équipe de cricket à Calais vient d'être créée par de jeunes Afghans aujourd'hui installés en France. Ils voudraient bien faire découvrir leur sport aux Calaisiens. Caroline Fichten pour WEO TV dans le Nord. 1, 2, 3. Samedi après-midi, à la citadelle de Calais, il y a entraînement de cricket. Cette toute nouvelle équipe, composée de 18 joueurs originaires d'Afghanistan et aujourd'hui installés en France, pratique depuis plusieurs semaines sur ce terrain. Je suis content parce qu'avant on a joué au Parc Saint-Pierre, ça embêtait les gens aussi. Mais là on joue calme, on joue donc, tranquille, voilà. C'est mieux pour nous. J'aime bien le cricket, on joue. Il y a un beau sport, tout le monde joue, nous aussi on joue. On est une équipe comme les familles. Quand on est petit, on a joué cricket, pas de foot. Ainsi tout le monde aime beaucoup de cricket. Le cricket, c'est le sport national en Afghanistan et dans les pays issus du Commonwealth. Ces jeunes joueurs ont très envie de faire découvrir leur sport aux Calaisiens, qui sont d'ailleurs invités à venir essayer. Ils peuvent venir essayer, on va leur montrer, leur expliquer les règles. C'est pas très compliqué, c'est pas beaucoup plus compliqué que le football. Ça peut faire peur au départ, moi je ne comprenais rien, je l'avoue. Et puis finalement, c'est vraiment un très bon sport avec une grosse solidarité et... Voilà, ça vaut le coup de venir, d'apprendre et puis de voir au moins ce que c'est. C'est trop simple, mais il faut l'expliquer, c'est tout. Ouais. Pour regarder, c'est difficile les gens qu'on regarde. Mais quand on nous explique, c'est facile, vraiment c'est facile. Et c'est un jeu intéressant. L'équipe est motivée et n'attend qu'une chose, un créneau dans une salle pour s'entraîner dans de bonnes conditions cet hiver. Les jeunes joueurs représenteront Calais l'an prochain lors du championnat de cricket des Hauts-de-France. Pour finir ce journal, focus sur le traditionnel marché de Doche dans l'Aube qui a lieu dimanche dernier. Durant une journée, le public est venu nombreux afin de savourer des mets locaux, participer aux ateliers ou faire un selfie avec le Père Noël. Flavien Léger pour Canal 32 y était. Allez Gaston. Le Père Noël était bien présent au marché de Doche. Il n'était d'ailleurs pas tout seul dans ce décor traditionnel entretenu par l'association des moulins à vent champenois. Il y a des valeurs qui se traduisent d'année en année, le four, le vin chaud, le chocolat chaud. On a toujours quelques exposants complémentaires. Une dame qui fait des bijoux, qui est à Géraudot, professionnelle. Il y a la pâte à papier, une association. Il y a fromage de chèvre, confiture de Brévonne et des pigeons donjon. Donc on reste dans le cadre professionnel. On a acheté une déco à coller avec des petites choses pour le sapin de Noël. Donc, voilà. Lorsque la nuit tombe, le public est encore là pour assister à l'un des moments forts de ce rendez-vous annuel, le lâcher de lanterne. Ah, c'est beau. C'est beau. C'est beau quand même. Hein. Tous les ballons qui montent en même temps, c'est pas mal. C'est lanterne, c'est pas des ballons. Ouais, bah oui, c'est des ballons. C'était super sympa. Enfin, on n'avait pas prévu de briquet, donc on a trouvé un papa sympa qui nous a aidés pour allumer parce que c'était pas trop évident à manipuler. Mais c'est vrai qu'une fois que ça s'envole dans le ciel, c'est magnifique. Hein. Avec tous les gens, vu le cadre en plus du moulin, c'est un endroit magique, hein, donc superbe. D'autant plus qu'il y avait la lettre du Père Noël avec, donc c'était vraiment important. Hein. Autre moment important de ce marché de Noël traditionnel, le feu d'artifice. Super. Ça faisait mal aux oreilles aussi. C'était trop cool, ça pétillait plein et tout, c'était trop bien. Parce qu'il y avait plus d'ambiance et il y avait plus de trucs qui faisaient des trucs qui brillent en fait. Et en plus il y avait vous, et c'était trop beau parce que moi j'adore les paillettes et tout. Au vu du succès, le public a suggéré aux organisateurs d'étendre ce rendez-vous sur un week-end au lieu d'une journée, juste pour profiter davantage de la magie de Noël. Et oui, ça nous rappelle que les fêtes approchent. Voilà, le JT des territoires se poursuit. Dans un instant, c'est le club de la presse avec la presse quotidienne régionale, puis la météo, et puis notre invité politique à 8h en direct sur ce plateau. C'est la ministre chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, qui sera là dans un instant, donc à 8h. Tout de suite, c'est la une de vos journaux. On la regarde ensemble.
On prolonge donc la revue de l'actualité matinale avec les unes de la presse quotidienne régionale. On démarre avec La Dépêche, le journal dont la rédaction est dirigée par José Biosca. Afrique, Macron tourne la page. Hier à Ouagadougou, le chef de l'État a reconnu les crimes de la colonisation et proposé un nouveau partenariat aux pays africains. C'est Lyon Républicaine qui titre ce matin: l'ISF a rapporté 9 millions d'euros dans Lyon en 2016. C'est un des journaux du groupe Centre Presse. Pour Presse Océan, Notre-Dame-des-Landes, le rapport sera remis le 13 décembre. Le rapport des médiateurs sur le projet d'aéroport du Grand Ouest sera remis au Premier ministre dans 15 jours. La décision est attendue d'ici la fin de l'année. Pour Le Populaire du Centre, un autre journal du groupe Centre Presse, un seul département pour le Limousin. Haute-Vienne, Corrèze, Creuse, tout ça ensemble, fondre 3 départements pour n'en faire qu'un seul. En voilà une bonne idée. Vous en êtes sûr? À la une du Populaire du Centre aujourd'hui. Pour La Voix du Nord, les nordistes se soignent de plus en plus seuls. C'est grave, docteur. Une enquête à la une de La Voix du Nord que vous retrouverez en page 3 aujourd'hui. Pour le Télégramme, le journal dont le directeur de l'information est Hubert Coudurier, escorte judiciaire, l'exaspération. Depuis 2016, les détenus qui doivent comparaître devant une juridiction en Bretagne sont escortés par du personnel de l'administration pénitentiaire. Ce sont les policiers et les gendarmes qui assuraient cette mission auparavant, mais ce nouveau dispositif ne fonctionne pas selon les syndicats qui tirent la sonnette d'alarme et le Télégramme revient là-dessus aujourd'hui. Pour la Charente Libre TGV annulée, la SNCF se moque des Charentais. Les usagers sont excédés. Le seul TGV direct entre Angoulême et Paris ne circule pratiquement plus depuis mi-novembre. Le givre serait en fait la cause, mais la SNCF reste très floue sur le sujet. C'est à la une de la Charente Libre, un des journaux du groupe Sud-Ouest. Pour le Maine Libre, il a choisi d'être un papa à plein temps. Âgé de 44 ans, Nicolas s'est mis en congé parental il y a un an pour s'occuper de ses 3 enfants. Il fait partie des 5% de pères français au foyer. Et le Maine Libre suit sa vie. Pour Nice Matin, elle a rencontré les lecteurs de ce grand journal du Sud-Ouest. Carla Sans Tabou, elle chante ce soir à l'Opéra de Monte-Carlo. Et avant ce concert unique, l'artiste et ex-première dame a rencontré les lecteurs de Nice Matin. Comment concilie-t-elle vie de famille et tournée? Quel est le sens de son engagement dans la lutte contre le sida? Et que pense-t-elle de la génération actuelle? Tout ça, c'est dans Nice Matin aujourd'hui, dirigé par Denis Caro. Pour le Berry Républicain, un autre journal du groupe Centre France. Ils feront le printemps de Bourges. Voilà, le rapport français Orléans, Véronique Sanson également, et puis Laurent Garnier seront de retour à Bourges cet été. Et c'est le Berry Républicain, dans son édition d'aujourd'hui, qui vous décrit tout ce qui se passera pendant ce festival de musique et de rock bien connu. Pour La Montagne, l'Auvergne prête à affronter l'hiver, avec une photo, vous voyez, d'une route départementale qui effectivement connaît un épisode de neigeux important. Ça sera le cas, vous le verrez dans la météo tout à l'heure. Enfin, la presse de la Manche, à Noël, on fait la fête à Cherbourg. Les plasticiens volants qui avaient été révélés lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Barcelone donneront le coup d'envoi des festivités de Noël. La compagnie déambulera dans les rues avec ses incroyables structures gonflables à Cherbourg. Voilà, c'est le Club de la Presse qui démarre tout de suite avec Guillaume Doyen de la Gazette des communes, des départements et des régions, qui a adoré la une du Maine Libre. On vous a vu, papa au foyer. Et puis Stéphane Vernet qui dirige le bureau parisien de Ouest France, le premier quotidien francophone du monde. Bonjour, merci d'être avec nous. Et puis exceptionnellement Pascal Jalabert qui viendra nous parler des 140 ans demain des dernières nouvelles d'Alsace. Et oui, 140 ans. Les DNA, on en parlera à la fin du Club de la Presse. Avec vous, Stéphane Vernet, dans Ouest France, un reportage sur les élections en Corse, dont le premier tour est ce week-end. Dimanche. Dimanche. 7 listes sur la ligne de départ. Ce sont les élections territoriales, avant les scrutins donc, du 3 dimanche et du 10. C'est ça. Celle de la majorité nationaliste sortante, elle sera difficile à battre. Et oui, parce qu'elle tient la collectivité territoriale de Corse depuis 2015, en fait. Et il y a une alliance de premier tour entre les indépendantistes et les autonomistes. Donc on les appelle les nationalistes. Donc vous avez Gilles Simeone, qui est le président sortant de la collectivité territoriale de Corse, plus Jean-Guy Talamone pour les indépendantistes. Ils sont ensemble et ils ont de très fortes chances de gagner à l'issue de ces 2 tours. Alors on peut présumer de rien, mais on verra. L'enjeu est fort, puisque derrière, en fait, ce qui est prévu, c'est qu'à l'issue de ce scrutin, le 10 décembre, les 2 départements de Haute et Basse-Corse disparaissent pour créer une nouvelle entité qui va s'appeler la collectivité territoriale
unique et qui rassemblera les deux départements. C'est un pas supplémentaire vers une évolution de la Corse, vers une autonomie renforcée, tel que on le met en une ce matin de Ouest France. La Corse vers une autonomie renforcée, c'est votre titre. C'est ça, et l'enjeu, c'est de savoir comment cette nouvelle entité peut évoluer sous l'impulsion des nationalistes. Vous avez plusieurs enjeux. Alors, Gilles Simon, qui tient l'attelage pour l'instant, qui lui est autonomiste et non pas indépendantiste, est favorable à ce que la Corse reste dans la République, mais qu'elle soit dotée de pouvoirs législatifs nouveaux. Il y a des enjeux... Plus de pouvoirs exécutifs. Et plus de pouvoirs exécutifs. Ça va dans le sens de ce qu'avait promis le candidat Emmanuel Macron, ou ce que le président Emmanuel Macron a pu redire aux maires la semaine dernière lors du 100e congrès des maires, cette idée de promouvoir un pacte girondin, c'est-à-dire d'aller vers une différenciation des droits et des possibilités des régions au sein de la République. Mais ça suppose de changer plein de choses. Alors, factuellement, 244 000 inscrits pour désigner 63 conseillers territoriaux, mais 11 simplement composeront l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement. Oui, alors là... Sur Lille. Vous en savez plus que moi. Là, je ne rentrerai pas dans les détails. Ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y a déjà des choses qui sont demandées par le Conseil, la collectivité territoriale de Corse, mais qui ne peuvent pas être appliquées parce qu'elles ne sont pas constitutionnelles, notamment par exemple le statut de résident qui ferait que les gens qui veulent acheter une maison en Corse seront obligés, si ça passe, d'y habiter au moins depuis 5 ans, où il y a une préférence insulaire à l'embauche qui est demandée, des choses comme ça. Donc encore une fois, ça nécessite des aménagements. Je me tourne vers le spécialiste des territoires, Guillaume Doyen. C'est un statut très particulier qui a été découpé spécialement pour la Corse? Absolument. Le pouvoir d'adaptation des collectivités, il existe en France, il est très peu utilisé. Dans les faits, c'est faible. Donc la Corse, effectivement, on a une exception... territoriale forte là-dessus. Mais c'est intéressant de relier ça avec ce qu'a dit Macron, vous l'avez mentionné. Il a conseillé aux collectivités aussi de pouvoir faire des choses à part chez elles, adapter les lois, adapter les textes. Nous, on est allé regarder pour la Gazette, au fond, est-ce que c'était possible? Ce qui était possible, oui, et c'est même plus facile que ce qu'il croit, le président. Il n'y a pas besoin de modifier la Constitution pour se faire, si vous voulez, pour faire des expérimentations qui deviendraient, si vous voulez, la règle dans telle collectivité. C'est déjà possible, on a posé la question à une constitutionnaliste, pas besoin de modifier la Constitution. Ça veut dire que la Corse pourrait être un laboratoire, au fond, pour d'autres territoires, d'autres régions? Pour ce qui concerne la Corse, on est dans une situation politique tellement particulière que l'étendre à la réalité du territoire hexagonal serait plus compliqué, si vous voulez. Et puis, au fond, on est dans un pays terriblement centralisé, parce que ce qui est possible de faire légalement aujourd'hui, c'est de mettre dans la loi, à la fin d'une loi, et les collectivités adopteront pour chacune d'entre elles réglementairement ce qu'elles veulent. Elles ne le font pas, et c'est jamais mis dans la loi de toute façon. Donc, si vous voulez, le législateur, il est jacobin. Et puis en réalité, les élus locaux le sont encore aussi, donc ils n'osent pas le faire, c'est trop compliqué pour eux. Donc il faut les inciter, on est quand même loin de tout ça si vous voulez dans ce pays. On reste un pays extrêmement centralisé, c'est dans les esprits de chacun. Dans la Gazette, vous passez le plan Macron au banc d'essai. Il s'agit du discours d'Emmanuel Macron au Congrès des maires de France à la porte de Versailles la semaine dernière, avec 2 gros sujets, le droit à la différence en matière d'organisation locale et le retour à une politique nationale d'aménagement du territoire, vous dites. Alors ça, c'est intéressant parce que on parle de les certains nombres de territoires souffrent d'un développement faible en matière par exemple de couverture numérique. Donc voilà, et on parle régulièrement d'une agence de la cohésion des territoires. Ça peut paraître un peu technique, mais investir beaucoup d'argent là-dedans aujourd'hui, pour les zones sous-peuplées, pour les zones pauvres, employons ces mots, ça peut aider beaucoup. Mais on ne sait pas trop quelle forme ça va prendre encore, qui sera chargé de ça, quelle agence, quel fonds, enfin qui prendra la suite. Il y a déjà un commissariat général à l'égalité des territoires, etc. On voudrait peut-être en savoir plus, mais ça peut être le point de départ. Mais ça peut aller assez vite, non, j'imagine, parce que Emmanuel Macron et Édouard Philippe... Ça peut aller vite. Vous savez, quand Sarkozy qui a créé l'ANRU, on peut créer ça rapidement, on peut prendre des décisions rapides, nommer fonder une agence, créer un patron, la financer, oui, ça peut aller très vite. Mais ça n'a pas existé, ça, la Datar? Si, qui s'appelle plus la Datar. Voilà, vous avez de bons souvenirs. La Datar a disparu, elle a été remplacée par un commissariat général. Mais il n'y a plus, si vous voulez, depuis longtemps en France, une grande politique d'aménagement, et on le ressent aujourd'hui assez fortement.
Pascal Jalabert, merci d'être avec nous. On vous retrouve pour l'interview politique à 8h. Vous serez aux côtés d'Oriane Mancini pour interviewer Nathalie Loiseau, la ministre chargée des Affaires européennes, qui est notre invitée à 8h. Mais vous êtes là pour nous parler des 140 ans d'une vieille dame qui est en pleine forme. Les dernières nouvelles d'Alsace, les journaux du groupe EBRA, dont vous dirigez le bureau parisien. C'est un des quotidiens régionaux du groupe EBRA. Donc, eh bien, le premier exemplaire a été publié le 1er décembre 1877, donc fondé par Heinrich Ludwig Kaiser. Et évidemment, c'était édité en allemand, puisque l'Alsace et la Moselle faisaient partie de l'Allemagne. Petite anecdote, donc, en 1918, évidemment, les DNA sont revenus en France et un coq tricolore a été installé sur la façade. Et ce coq, sa particularité, c'est qu'il chantait à midi. Voilà. Autre anecdote, donc, en 1939, l'Alsace est redevenue allemande et les DNA, qu'ont-elles fait? Bien, elles sont parties à Bordeaux. Dans un premier temps. Ça, c'est une très bonne chose. Voilà. Et ensuite, à Montpellier, donc, les lecteurs de Bordeaux et de Montpellier trouvaient les dernières nouvelles d'Alsace. Donc 1877, c'est le 3e quotidien le plus âgé de France. Le Progrès étant le plus âgé, 1859, puis la Dépêche du Midi, 1870, et puis donc les DNA, voilà. Avec des conversions numériques, puisque nous sommes diffusés cette matinale d'infos sur voilà, le donc site internet numérique. Les dernières nouvelles d'Alsace. Là aussi, les dernières nouvelles d'Alsace ont été parmi les premiers à être diffusés sur numérique. En 1995, à l'époque, il y avait 2,5% de foyers connectés. C'est pas si vieux, mais c'est déjà une autre époque. Pascal Jalabert, donc les dernières nouvelles d'Alsace qui fêtent demain leurs 140 ans et nous serons en direct de la rédaction d'Alsace 20 avec les dernières nouvelles d'Alsace vendredi dans cette matinale d'infos en duplex et en direct. Voilà, on passe à la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui, mais aussi dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien et du Pacifique, et puis la neige qui arrive en métropole. On regarde ensemble. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.